Ensuite, à cette mise en contexte, on peut dire claire de Frédéric Dubé, de retour à Frédéric, un peu plus sérieux, lui, quand même. Dépendamment des jours. Et à Rachel, bienvenue à la question de principe. Alors, comme vous pouvez le constater, on va parler en cette semaine où on fête le 20e anniversaire du référendum du Québec de 1995. On va parler de droit à l'indépendance avec ce qui s'est passé l'an dernier en Écosse, qui a fait un référendum pour son indépendance, qui n'a pas passé finalement. On veut voir des enseignements où on en est avec le droit à l'indépendance au Québec en 2015. J'ai envie de le demander d'abord à Rachel. En 2015, est-ce qu'un peuple a encore le droit à l'indépendance? Bien, en fait, la réponse n'est pas simple parce que le droit à l'indépendance est très encadré maintenant par le droit, autant sur le plan national qu'international. Donc, il y a toute la notion de droit à l'autodétermination qui est accordée à certains peuples pour certaines conditions, pas à d'autres. La Cour suprême du Canada a dit que le Québec ne rentrait pas dans les conditions donnant le droit à l'autodétermination. Ceci dit, il y a le choix démocratique que le peuple peut faire pour lui-même, qui, lui, n'est pas nécessairement encadrable par le droit. Donc, c'est pas nécessairement juste une question politique, c'est aussi une question juridique. Un savant mélange des deux. Un savant mélange des deux. D'ailleurs, Frédéric a écrit avec son ami Stéphane Beaulac le livre « Droit à l'indépendance » qui est en librairie maintenant. Frédéric, qu'est-ce que tu postules dans ce livre-là? Bien, essentiellement, un peu comme disait Rachel, qu'aujourd'hui, ce n'est pas tant le droit international qui va régir, gérer le droit à l'indépendance, mais beaucoup plus le droit interne. Okay. La Cour suprême du Canada le dit très clairement à ce niveau-là. Je pense que l'Écosse est ici un excellent modèle, parce que Londres et Édimbourg se sont entendus bilatéralement sur toutes les modalités du processus référendaire, donc sur la question, sur la majorité, sur ce qui se passerait après, probablement. Ce qui n'était pas le cas en 1995 ici au Canada, on le sait bien. Et je pense qu'à ce niveau-là, en 2015, le modèle écossais est le modèle à suivre versus, par exemple, ce qu'on a pu vivre en Catalogne là, cette année. C'est-à-dire qu'on a vu en Écosse, donc, des représentants du Parti indépendantiste d'Écosse qui sont allés négocier à Londres avec les représentants anglais pour savoir quelles sont les modalités de comment on va faire l'indépendance, etc. Ce qui veut dire que c'est pas simplement une question qu'on pose à un peuple. On n'est plus là, on ne fait pas juste poser la question « voulez-vous vous séparer ou pas ?» Bien, c'est vrai que c'est plus complexe que ça parce qu'il y a quand même des liens de dépendance mutuelle entre l'entité qui choisit ou pas de se séparer et l'entité de qui elle se sépare. Et ces liens-là sont de plus en plus étroits dans un contexte international où, en fait, tout le monde a un peu son mot à dire, donc c'est mieux de s'entendre. L'Écosse est un cas d'école, c'est merveilleux, tout le monde s'entendait, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et la question qui devient intéressant, c'est qu'est-ce qui arrive quand on ne réussit pas à avoir cette harmonie-là. Les Écossais ont été capables de négocier avec Londres. Londres était ouverte aux revendications écossaises à ce niveau-là. En Catalogne, ça se passe complètement différemment. Est-ce que ça peut dire que les gens de la Catalogne vont être privés de leur droit de faire le choix de devenir indépendants ou pas? Ce qui pose la question, qu'est-ce qui se passe en Catalogne exactement? Bien là, actuellement, je diverge un peu d'opinion. Ça n'arrivera pas souvent, j'ai l'impression. C'est un show de gauchistes, on nous a dit. Mais je diverge un peu d'opinion avec Rachel là-dessus, dans l'optique où je ne crois pas que les Catalans, à l'heure actuelle, en droit international et en droit interne espagnol, ont le droit à l'indépendance. Et pourquoi? En fait, parce que le droit international vous dit que pour qu'un peuple puisse se prévaloir du droit à l'autodétermination externe, c'est-à-dire qui mène à la sécession, il y a 3 conditions qui doivent être remplies. Il faut que tu sois soit colonisé, soit opprimé par un État étranger ou que tu sois discriminé à l'intérieur même de l'État. Okay. Apparemment, ces conditions-là ne sont pas remplies dans le cas de la Catalogne. Qui juge de ça? Qui juge c'est la communauté internationale, c'est bon, les intervenants, c'est un peu flou, puis on s'entend que c'est de la géopolitique à fond la caisse, ça fait pas de doute. Et en rapport au droit interne, la Constitution espagnole dit clairement que l'Espagne est indivisible. Donc, par définition, une région ne peut pas. Cela dit, on peut sortir du cadre espagnol, on peut sortir du cadre juridique, ce qu'on appellerait ici l'effectivité, qui n'est pas un concept juridique, qui, moi, puis dans le livre qu'on a écrit, c'est un peu ça. Ce qu'on dit, c'est que l'effectivité existe. On peut sortir du cadre juridique, mais c'est dangereux. Parce que là, à ce moment-là, il n'y a plus de règles de droit qui entourent le processus. Et là, il peut arriver un peu n'importe quoi et ça devient essentiellement une question de rapport de force. Okay. Alors, donc, de ce fait-là, je suis d'accord avec Rachel que l'Écosse est le modèle à suivre. Qu'est-ce qu'on fait si, justement, il n'y a pas d'entente bilatérale ou multilatérale possible?
Reste la question de l'effectivité, mais là, on s'éloigne du droit, puis après, ça peut advenir n'importe quoi. Mais en fait, je pense qu'on doit reconnaître que surtout dans ces matières-là, le droit est lui-même hautement politique. En fait, un des problèmes, que ce soit le droit international, qui est un droit qui a été conçu à partir du point de vue des pays qui ne voulaient pas voir leurs frontières morcelées, et ce sont ces pays-là qui ont déterminé les conditions à l'autodétermination pour éviter que ce puisse être trop facilement revendiqué. Donc, il y a vraiment un substrat politique très fort à la définition même de la question du droit à l'autodétermination. Pour l'Espagne, c'est absolument pas innocent si la Constitution espagnole proclame l'indivisibilité de l'Espagne. Ça a été mis en place par l'État fédéral qui savait très bien que ça s'en venait et qui ne voulait pas permettre aux États fédérés de pouvoir faire ce choix-là. Donc, il arrive un moment, surtout dans ces matières-là, où le politique et le juridique sont tellement intimement liés que le principe de l'effectivité devient souvent la seule solution pour justement sortir un peu d'un cadre juridique qui, de toute façon, est empreint d'un rapport de pouvoir. Mais il n'y a pas justement un certain paradoxe à se faire imposer des règles par un État dont on veut se séparer, finalement. Bien, si je peux me permettre là-dessus, de là le génie de la Cour suprême dans le renvoi sur la sécession du Québec. J'insiste sur le mot génie. Je sens quelques personnes qui ont sauté de la chaise. Mais c'est correct, on est là pour ça. Essentiellement, ce que dit la Cour, c'est que la démocratie est un concept absolument fondamental en droit canadien. Mais l'État de droit aussi. Puis le fédéralisme, c'est la protection des minorités. Et on doit interpréter ces 4 principes sous-jacents de manière équivalente, de manière symbiotique. Pour faire en sorte, puis c'est la conclusion, pour faire en sorte que tu ne peux pas faire sécession unilatéralement du Canada, mais le fédéral et les autres provinces ne pourraient pas rester muets ou intransigeants face à une volonté claire des Québécois de faire sécession. C'est-à-dire de tout ce concept de volonté claire à une question claire. Qu'est-ce qu'une question claire, Rachel? En terminant, il nous reste pas beaucoup de temps. Partie du génie de la Cour suprême, elle s'est abstenue de répondre à la question, sachant pertinemment que ça allait la mettre dans le trouble. Okay. Donc, il n'y en a pas de réponse facile. C'est hautement interprétatif. D'ailleurs, toute la loi sur la clarté de Stéphane Dion nous démontre à quel point c'est hautement interprétatif. Là, dans ce cadre-là, ce qui est fabuleux, c'est que le gouvernement fédéral nous a indiqué à ce moment-là qu'eux allaient décider ce qu'était la clarté. Non, en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est qu'on laisse l'Assemblée nationale déterminer la question et de la majorité, et par la suite, le Parlement a un mot à dire. Ceci dit, sur la question de la question claire, moi, à vrai dire, j'ai pas de problème parce que je pense que la Cour ouvre la porte à ce que les 2 acteurs politiques, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Parlement, puissent participer. Par rapport à la majorité, par contre, ça, c'est un problème. Je suis d'accord avec toi. La loi sur la clarté, c'est de la foutaise parce qu'on attend le référendum, les résultats référendaires pour dire, à partir d'Ottawa, si la majorité... non, la question claire, ça, c'est avant le référendum, ça va. Mais la majorité, on va attendre de voir le seuil obtenu, ce qui a fait dire à certains, puis j'adore cette formule-là, pour le fédéral, la majorité claire, ça va être le score obtenu plus 1. Bref, Fred Bérard est d'accord avec Fred Dubé, on dirait, finalement. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Peut-être le serpent, mais à part ça, c'est tout. Bien, merci beaucoup, Rachel et Frédéric. On se revoit la semaine prochaine, de retour la semaine prochaine, donc avec une autre émission d'Avocats. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.